Merci à Pascal Vassal et à François Chapuis, mais je dois dire que c'est vraiment en compagnonnant effectivement depuis longtemps avec Pascal que j'ai compris beaucoup de choses en tant que juriste, même si, entre guillemets, je suis spécialisée dans la santé. Tant qu'on ne l'a pas vu au quotidien, tant qu'on n'a pas entendu les professionnels, tant qu'on n'a pas compris vos problèmes, on peut faire du droit théorique, c'est magnifique, les textes, on peut vous les présenter, mais c'est pas ça. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris grâce à Pascal. Alors, et à François Chapuis, bien entendu, mais c'est vrai que je compagnonne plus avec Pascal. Le thème, effectivement, le thème qui est ici, c'est faire vivre et laisser mourir. Alors, je voudrais d'abord remercier doublement les organisateurs des Automnales, d'abord pour avoir invité le droit par mon intermédiaire, mais surtout, et je pense qu'ils l'ont fait exprès, parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'humour, d'avoir choisi ces termes. Ces termes, je ne sais pas, vous ont peut-être paru d'une banalité totale. En tant que juriste, c'est quelque chose qui m'a fait bondir, mais bondir de joie. Pourquoi ? Je vous explique. On a deux termes d'abord, qui est vivre et mourir. Le droit, même si j'ai l'habitude de dire que rien n'échappe au droit, là, ça échappe au droit. La vie, elle ne dépend pas du droit. La mort, elle ne dépend pas du droit. Donc si j'en reste là, je vous quitte et je retourne chez moi. Ça serait dommage pour vous, pour moi, pas pour vous. Le deuxième verbe, c'est faire et laisser. Alors faire et laisser, on est dans une action ou éventuellement une inaction. Faire, c'est l'action. Laisser, c'est éventuellement, je dis bien, puisque je vais vous dire le contraire dans un instant, c'est laisser, c'est l'inaction. On voit ce qui se passe. À partir de là, juste en introduction, que peut nous dire le droit ? Le droit va avoir une difficulté considérable, c'est à concilier ces termes au quotidien et par rapport à une évolution sociétale. Le droit, on peut le traiter comme une théorie. Vous prenez les codes. Pascal me demandait pourquoi je n'avais pas amené mes petits livres rouges. Là, enfin, quand je dis les miens, c'est pas les miens, c'est les codes. Magnifiques, ça fait bien quand on les pose sur la table, ça fait impressionnant. Sauf que maintenant, dès qu'ils sont publiés, ils sont plus à jour parce que le droit se modifie tellement, donc on préfère aller sur Internet. Mais le droit, la difficulté, c'est qu'il soit le plus possible en adéquation avec l'évolution de la population. Donc, aujourd'hui, le droit, aujourd'hui comme toujours, mais là ça va tellement vite qu'encore plus, ne peut pas se passer de travailler avec les spécialistes de terrain que vous êtes et avec des sociologues pour essayer de nous faire comprendre comment l'évolution se fait. Un de nos grands juristes, parmi nos pairs, si je puis dire, Jean Carbonnier, à l'époque, ça a marqué à l'époque tellement c'était contraire à ce qu'on disait dans le droit, a énoncé que le droit théorique était très très bien, mais qu'il ne pouvait pas travailler sans la sociologie qui en était l'aspect de critique positive. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Je vais reprendre les deux termes. Les deux termes, d'abord, faire vivre. Alors faire vivre, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire vivre, je vais vous prendre un certain nombre de textes rapidement pour vous montrer à quel point c'est d'une simplicité évangélique quand on ne va pas plus loin, mais j'irai plus loin. D'abord, le Code énonce que toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les thérapeutiques les plus appropriées. C'est votre métier. Votre métier, c'est de soigner. Et soigner, c'est pas de chercher à faire mourir, c'est de chercher à faire vivre. Bien, vous êtes dans l'action. Tout va bien. Deuxième chose, le Code de déontologie médicale énonce que le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, doit donner à son patient les soins les plus consciencieux, dévoués, fondés sur les données acquises de la science. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à faire vivre. Tout va bien. On est dans faire vivre. Troisième élément, le Code énonce que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Donc, puisqu'il ne peut pas provoquer la mort, c'est qu'on est dans le faire vivre. Une chose très intéressante, alors qui n'a pas beaucoup marqué, on ne l'a pas beaucoup remarqué, pourtant je trouve que c'est particulièrement lourd de conséquences en positif. Dans l'actuelle loi sur la fin de vie qui est du 2 février 2016 et qui va être modifiée l'an prochain, l'une des modifications apportées sur les directives anticipées. Dans la loi précédente, c'est-à-dire la loi du 22 avril 2005, les directives anticipées ne pouvaient porter que sur du négatif. Je ne veux pas que, je ne veux pas que, je ne veux pas que. La loi du 2 février 2016 énonce que dans les directives anticipées, on peut dire ce qu'on veut poursuivre.
Je veux que vous alliez jusqu'au bout, je veux que vous me soigniez jusqu'au bout. Vous me faites tout ce que vous voulez, toutes les trachéotomies que vous voulez. Je veux essayer de vivre le plus longtemps possible. On est dans le faire vivre. Donc tout va bien. Faire vivre, on pourrait se dire, bah ça y est, premier terme, on en reste là. Sauf que le problème, il n'est pas là. Le problème, bien sûr, votre métier, c'est de faire vivre. Mais une toute petite question idiote, hein, comme souvent les questions en droit. Je vais vous parler dans la deuxième partie de l'obstination déraisonnable. Votre métier dans le faire vivre, c'est de l'obstination raisonnable. Vous êtes là pour vous obstiner, pour que vos patients vivent, pour faire vivre. Mais à partir de quand allez-vous passer de l'obstination raisonnable à l'obstination déraisonnable? Drôlement compliqué. Je vais vous donner une définition de l'obstination déraisonnable dans un instant. Mais le droit ne nous donne pas de définition de l'obstination raisonnable. Et pourtant, c'est la base de votre métier. C'est le cœur. C'est vraiment ce que vous faites en permanence. Donc, à partir de quand? Alors, vous allez me dire, bah, c'est simple, il suffit de prendre la définition de l'obstination déraisonnable, et puis on voit qu'on n'est pas dedans, donc on est dans l'obstination raisonnable. Vous allez voir à quel point même la définition de l'obstination déraisonnable peut être floue. Donc, par rapport à se faire vivre, qui, encore une fois, est la base de votre métier, je vous ai donné quelques articles, il y en a d'autres, la base de votre métier, d'accord, mais jusqu'où pouvez-vous aller dans le faire? Le faire, on est dans l'action. Jusqu'où pouvez-vous aller dans le fait de ne pas prendre en compte la volonté d'un patient qui ne veut plus? On va voir le refus de soins. Donc, ce problème de la différence entre votre métier, votre base de métier, qui est l'obstination raisonnable, et jusqu'où peut-on aller trop loin, est vraiment quelque chose de fondamental, vraiment fondamental. Parfois, et je suis sûre que chez vous, ce n'est pas le cas, parfois, on peut se laisser prendre à la fois par son envie de guérir à tout prix, peu importe ce que dit le patient, ou bien par des façons de faire, par des pratiques. On a toujours fait comme ça. Combien de fois j'ai entendu dans les établissements, mais attendez, vous n'allez pas remettre en cause, on a toujours fait comme ça. Oui, c'est bien, sauf qu'on a toujours fait comme ça, il faut peut-être se reposer la question, faut-il continuer à faire comme ça? Donc ça, c'est le premier problème par rapport à faire vivre. Deuxième point dans cet intitulé, laisser mourir. Là, je me suis interrogée sur le terme « laisser mourir ». Ah, ce terme de « laisser ». Alors, j'ai appelé Pascal hier sur le faire vivre, un petit peu sur laisser mourir, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais laisser mourir, on peut dire laisser mourir, on peut le prendre de deux façons. On peut le prendre dans, bon, bah écoutez, de toute manière, chacun de nous doit mourir, on laisse faire. Donc, une inaction, on se dit c'est inéluctable. On ne soigne pas forcément, c'est-à-dire presque le contrepoint du faire vivre. Et puis le laisser mourir, ça peut être au contraire, et c'est ce que vous faites, l'accompagnement jusqu'à la mort. Laisser mourir, mais pas seul, laisser mourir en accompagnant. Sauf que jusqu'où va-t-on? Actuellement, je dis bien actuellement, puisque la loi sur la fin de vie, qui ne fait pas partie de la loi bioéthique, je le rappelle toujours, donc qui a été rajoutée à la révision de la loi bioéthique, alors qu'elle n'en fait absolument pas partie. Je ne remets pas en cause, le CCNE l'a décidé, mais la loi était toute récente, donc bien. C'est ce que je vais vous dire. L'an prochain, il y aura des modifications, je précise bien. Donc dans la loi actuelle, il y a plusieurs points qui sont, parmi beaucoup d'autres, intéressants. Le premier point, c'est effectivement, et justement par rapport au faire vivre, le premier droit des patients, dans ce que je vais vous dire, ce n'est pas le premier droit objectivement, c'est le fait de pouvoir refuser des soins ou demander l'arrêt des soins. Ce qui, pour vous, les professionnels de santé, est d'une violence absolue. Un patient que l'on pourrait guérir ne veut pas, ce qui est son droit le plus absolu. Un patient qui est en fin de vie, on pourrait le faire vivre encore un peu, il ne veut pas. Ce droit au refus de soins est un droit absolu dans le Code de la santé publique. Je vous donne l'article. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. La loi du 2 février 2016 a rajouté cette phrase, et je vous dirai pourquoi. On a rajouté « Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment en accompagnement palliatif ». Ça vous paraît peut-être d'une évidence absolue, sauf que dans la loi de 2005, la précédente, ça n'y était pas, et qu'on s'est aperçu minoritairement, exceptionnellement, mais quand même suffisamment pour que ça remonte au Parlement, qu'un certain nombre de professionnels de santé disaient écoutez, vous voulez plus être soigné, au revoir.
je suis navré, moi je peux plus rien faire pour vous, bah écoutez, tant pis pour vous. Donc il a fallu rajouter ceci, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un patient refuse d'être soigné, c'est-à-dire chercher à être prolongé, je dis pas être guéri, qu'on doit l'abandonner. On a donc rajouté cette phrase. Elle paraît banale comme ça, elle est tout sauf banale. Et puis, le code ajoute, le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de son choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on a deux hypothèses dans lesquelles un patient peut refuser des soins. Première hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle le patient est en état d'exprimer sa volonté. Donc, il va discuter avec vous. Vous allez lui expliquer ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, jusqu'où on peut aller. Il va écouter, il va entendre, il va vous poser des questions, et puis il va dire non. Il exprime sa volonté. Ce qu'on entend régulièrement dans les établissements, enfin ce que j'entends et que vous entendez peut-être, quand ce refus de soins est encore une fois violent pour vous, hein, votre faire vivre quand un patient dit non, non, je ne veux pas que vous me soigniez, et vous savez que vous pouvez le soigner et peut-être le guérir, ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais de toute manière, il ne se rend pas compte. » Il ne se rend pas compte. Non, non, mais là, il ne se rend pas compte. Ou bien il est tellement fatigué que ce qu'il dit, ça, il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut pas en tenir compte. Ou bien effectivement, non, non, mais oui, d'accord, mais moi je sais qu'on peut le guérir, donc on va le faire malgré tout. C'est le problème de l'acceptation du refus du patient. Alors, que je précise bien, quand un patient fait un refus de soins, ce que ne vous dit pas le droit et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le contraire. C'est-à-dire, bah, écoutez, il refuse, ok, ben, au revoir monsieur ou au revoir madame, on en reste là. Ce que veut le droit, alors je vous passe sur le détail des textes, hein, ce que vous demande le droit, c'est de discuter avec ce patient, puisqu'il est en état de discuter, on est bien d'accord, c'est de discuter avec ce patient pour comprendre pourquoi il refuse. C'est-à-dire qu'il peut refuser certains soins, mais pas tout. Il peut refuser que le soin soit fait par telle personne parce qu'elle est un petit peu brutale, mais pas par une autre. On peut avoir des méthodes alternatives. Donc le refus de soins en soi n'est jamais un point d'arrivée, c'est un point de départ, de discussion. Ça, c'est très important, gardez-le vraiment en tête. En plus, le patient qui fait un refus de soins peut changer d'avis. Or, ce qui est important, c'est que quand un patient vous a dit, vous a redit pour se faire respecter « je ne veux pas », il est très difficile pour ce patient ensuite de dire « écoutez, je suis navré, j'ai changé d'avis ». Donc le droit fait peser sur vous l'obligation de le réinterroger régulièrement pour qu'il puisse juste, si je puis dire, répondre à la question « bah oui, tout compte fait, je commence à souffrir, je veux bien ». Donc le refus de soins, c'est quelque chose qu'on doit respecter, qu'on doit d'abord chercher à comprendre et qu'on doit repositionner très régulièrement. Se pose l'autre question, toujours avec l'expression du patient, qui est celle du discernement. En particulier, lorsque le refus de soins vient d'enfants, de mineurs, de jeunes enfants. Comment est-ce... Alors vous allez me dire, c'est pas grave, il y a l'autorité parentale. Donc c'est les parents qui prennent la décision. Sauf qu'avec beaucoup de logique, aujourd'hui, le Code de la santé publique estime et énonce que l'on doit non seulement donner l'information aux enfants, aux mineurs, sur leur état de santé, de manière adaptée à leur état de maturité, mais qu'on doit rechercher leur consentement en fonction de leur état de maturité. Donc la question de discernement, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Je crois que ce matin, vous avez eu des interventions sur la pédiatrie. C'est quelque chose qui est particulièrement fort. Ça, c'est lorsque le patient peut exprimer sa volonté. Quand il ne peut pas exprimer sa volonté, je vais très vite, je vais juste aller sur le point qui est un peu délicat. On va rechercher ces directives anticipées qui s'imposent lorsqu'on n'est pas en état d'urgence et que ça correspond à sa situation. On va écouter la famille, la personne de confiance, les proches, les paramédicaux, ok. Et puis, bien entendu, un expert médecin. Là où, comment vous dire, là où, je vais le dire un petit peu directement, je m'interroge sur une formulation du rapport du Conseil d'État de juin 2018 sur la révision de la loi bioéthique. C'est sur le point suivant. Alors, je vous explique pourquoi je pense que la formulation n'est peut-être pas très exacte, et ça me gêne parce que c'est le Conseil d'État, donc c'est une autorité suprême au point de vue judiciaire. Dans la loi de 2016, du 2 février 2016, la personne de confiance n'est jamais décisionnaire. La personne de confiance, nous dit la loi, porte témoignage de ce que le patient lui a dit sur sa fin de vie. Donc, il n'est jamais décisionnaire. Alors, je vous lis le passage du Conseil d'État sur lequel on peut s'interroger. Voilà, je ne dis pas qu'il a tort, mais enfin, on peut s'interroger. Le Conseil d'État estime que
lorsqu'une personne de confiance a été désignée et que celle-ci s'exprime en des termes univoques, exprime en des termes univoques la volonté du patient, cette parole s'impose, à l'instar du contenu des directives anticipées aux médecins. Dire que la parole de la personne de confiance s'impose, non. Dire que ce dont témoigne la personne de confiance, ajouter aux directives anticipées s'il y en a, ajouter, etc., c'est ce que veut le patient qui s'impose. C'est pas la parole de la personne de confiance. Vous allez me dire, vous êtes comme tous les juristes, vous pinaillez. Normal, vous devez le penser pour l'instant. Non. Pourquoi ? Parce que, soyons clairs, alors ça, vous avez vos méthodes. Nous, ce qu'on voit, c'est la pratique devant les tribunaux et les difficultés. Soyons très simples entre nous. Quand on va interroger la personne de confiance, c'est que le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté. Donc la personne de confiance, elle va bien dire ce qu'elle veut. Elle va bien dire ce qu'elle veut. Et dire que la parole de la personne de confiance s'impose est gênant. Elle ne s'impose pas. Ce qu'il va dire va être un témoignage, et ce témoignage qui va dans l'autre sens, dans le même sens ou pas que le reste, c'est la parole portée par la personne de confiance, mais la parole du patient qui s'impose, jamais la parole de la personne de confiance. Je voulais juste vous signaler ceci, parce que c'est quand même quelque chose qui est lourd, qui peut être extrêmement lourd de conséquences. Ça, c'est pour le refus de soins. Deuxième élément, là aussi qui soulève un certain nombre de problèmes, dans le laisser mourir, c'est le refus de l'obstination déraisonnable. Donc, le contraire de l'obstination raisonnable. Alors, l'obstination déraisonnable, je vous en rappelle la définition donnée par le Code, déjà dans la loi de 2005 et reprise in extenso par la loi de 2016, c'est lorsque les traitements sont inutiles, disproportionnés ou qu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Inutile, c'est simple. Enfin, c'est simple. Dans la complexité, c'est un traitement qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus. Disproportionné. Disproportionné. Qu'est-ce que ça veut dire un traitement disproportionné ? Là où c'est très intéressant humainement et en éthique, c'est que la disproportion, autant l'inutilité est objective et scientifique, autant la disproportion peut être vue de votre côté, à vous les professionnels, ou peut être vue du côté du patient. C'est-à-dire que pour vous, un traitement peut être parfaitement proportionné, mais que pour le patient, c'est trop lourd. Il n'en veut pas. Alors que pour vous, vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Mais le patient dit non. Moi, c'est disproportionné. Proposez-moi autre chose de moins lourd, mais pour moi, c'est disproportionné. Inversement, le patient peut vous demander quelque chose et vous vous dites non, ça ne correspond pas, c'est disproportionné. Ce n'est pas inutile, c'est disproportionné. Donc, cette notion de disproportion, elle est extrêmement importante parce que ça veut dire qu'il faut, et vous le faites bien entendu, écouter vos patients et écouter ce qu'ils disent. Je voudrais vous préciser quelque chose. Lorsqu'un patient fait un refus de soins, ce que je disais avant, le patient n'a pas à vous dire que vous êtes dans une obstination déraisonnable. Le refus de soins, c'est j'ai pas envie. Même si c'est utile, j'ai pas envie. Lorsqu'on est dans l'obstination déraisonnable, pour disproportion, c'est vraiment quelque chose qui est une confrontation entre ce que ressentent vos patients et votre objectivité en tant que professionnel. Donc c'est déjà beaucoup plus complexe. Et puis, se pose la question du troisième terme. Troisième terme, c'est-à-dire lorsque ces traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Vous avez peut-être entendu ce matin, à propos de l'affaire Vincent Lambert, que les trois experts ont rendu, enfin les trois, après plein d'autres experts ont rendu leur rapport et que normalement le tribunal doit se prononcer à nouveau pour la 24e ou 25e fois le 19 décembre. Et alors je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu sur Internet, donc avec toute la prudence voulue, mais ça semblait aller dans ce sens. Les experts ont expliqué effectivement que l'état de Vincent Lambert est non seulement irrémédiable, mais qui s'est aggravé, mais qu'il n'y a pas d'obstination déraisonnable. Donc, cette notion d'obstination déraisonnable, c'est quelque chose qui est très compliqué. Jusque-là, pas de problème. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur des terminologies qui sont maintenant systématiquement utilisées par le Conseil d'État lorsque des affaires vont devant cette instance. Alors, les affaires vont devant le Conseil d'État quand les patients sont dans des établissements publics de santé. Si c'était devant des établissements privés, ça irait devant la Cour de cassation. Mais maintenant, systématiquement, le Conseil d'État utilise la même formulation. Je vous la lis.
Je vous la lis parce qu'elle est, me semble-t-il, extrêmement intéressante. Et le Conseil d'État vient de l'utiliser encore le 5 janvier 2018. Il convient, lorsqu'on est face à une situation de fin de vie, pour savoir si on est dans l'obstination déraisonnable ou pas, et surtout dans le dernier thème, il convient de réunir l'ensemble des éléments médicaux et non médicaux dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité, éléments médicaux et non médicaux. Qu'outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement, porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance, sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir le cas échéant antérieurement exprimée, quelle que soit la forme et le sens de cette expression, que le médecin doit, dans l'examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard. Juste dans les éléments non médicaux, on a bien sûr ces éléments propres aux patients, mais quand on regarde les décisions du Conseil d'État qui font des pages et des pages, donc là je vous ai lu un minuscule petit paragraphe, on voit que les éléments non médicaux sont aussi liés à la souffrance de la famille. Vincent Lambert, et non pas pour vous dire que c'est mieux, c'est surtout pas mon propos, Vincent Lambert est un adulte qui a eu une vie et qui a pu dire des choses. Quand on a, et on a un certain nombre de cas, comme à Marseille, comme à Nancy, de tout petits-enfants, de quelques mois ou d'un an, le Conseil d'État utilise la même formulation, mais sur les éléments non médicaux, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a aussi la souffrance de la famille, de pouvoir accepter qu'une petite fille ou un petit garçon de quelques mois éventuellement puisse être en fin de vie, et que le Conseil d'État, à mots couverts, dans les éléments non médicaux, disent aux professionnels de santé, laissez un petit peu de temps. Laissez-leur un petit peu de temps, le temps qu'ils... Non pas qu'ils acceptent, on n'accepte jamais le deuil d'un enfant, mais le temps qu'ils comprennent qu'on ne peut rien faire. Il faut savoir, et je parle sous le couvert de Pascal Vassal et de François Chapuis, que dans les comités d'éthique, nous avons régulièrement ce type de problème, ce type de situation, sur est-ce que c'est déraisonnable ou non déraisonnable. Et en néonat, non pas que ce soit simple quand c'est un adulte, mais en néonat, c'est peut-être encore plus difficile. Le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est le dernier par rapport à cette problématique-là de ce qui existe, c'est là aussi où ça pose un problème particulièrement délicat, c'est sur la mise en place d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès associée à une analgésie. Vous connaissez ça par cœur. Donc les cas, c'est à la demande du patient lorsqu'il est en phase terminale et qu'il a des souffrances réfractaires, ou à la demande du patient qui n'était pas en phase terminale, qui fait un refus de soins, ce qui est son droit le plus absolu, et ce qui le place en phase terminale, mais il ne souffre pas encore, mais il ne veut pas, il risquait de souffrir, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Ou bien, lorsque le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté, d'accord. Une petite chose, dans la loi de 2016, il a été enlevé un mot en ce qui concerne la sédation profonde et continue et les soins palliatifs. Je vous lis la phrase et je vous dis ce qui était enlevé. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir pour effet d'abréger la vie. Dans la loi de 2005, il était noté, même s'ils peuvent avoir pour effet secondaire d'abréger la vie. Ça vous paraît idiot, hein? Là encore, les juristes, ils pinaillent, on enlève un mot, mais ça n'a aucune importance. Non, non, c'est secondaire ou c'est pas secondaire? Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose, et non pas pour vous dire que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je vous dis juste, voilà l'évolution. Et puis se pose la question, effectivement, très difficile, très délicate, de savoir, lorsqu'on met en place une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, j'ai utilisé un mot qui ne convient pas, ça fait rien, c'est plus simple. Le principe, c'est que le patient va mettre son temps à mourir. Hein, on va le sédater, on va faire en sorte qu'il ne souffre pas, même s'il ne peut pas l'exprimer. Puis après, il mettra son temps. Bien. Or, vous savez comme moi que suivant le service, hein, il est en réa, il n'est pas en réa, il est en soins palliatifs, etc., on peut accélérer les choses. Donc, toute la question est de savoir
comment juridiquement énoncer ceci. Est-ce que la sédation profonde et continue contient in extenso le fait qu'on n'a pas le droit d'accélérer, ou bien au contraire, est-ce que cette formulation permet d'accélérer? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour vous expliquer, pour vous donner quelques éléments par rapport à cela, en 2018, le guide de parcours de soins sur la sédation profonde et continue de 2018 de l'HAS indique qu'il ne faut surtout pas confondre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'euthanasie, c'est extrêmement différent, et qu'il y a 6 points de différence entre la sédation terminale et l'euthanasie. L'intention, nous sommes d'accord, les moyens, la procédure, le résultat, la temporalité, la législation. OK. Par rapport à ça, 2 textes autres. En 2013, le Conseil consultatif national d'éthique, dans son avis 121, énonçait, donc 2013, énoncé en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, l'heure n'est plus aux discussions byzantines sur l'intention exacte du médecin dans l'utilisation de produits qui peuvent contribuer à accélérer la survenue de la mort. Et puis, en juin 2018, là, mon même Conseil d'État, et j'ai rien contre le Conseil d'État qui fait un travail considérable, mais enfin on peut se permettre de s'interroger, en phase terminale d'une maladie incurable, la différence entre, d'une part, un arrêt des traitements qui permettent le maintien en vie du malade suivi d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès et, d'autre part, un accompagnement médical ayant pour objet, pour effet d'accélérer la survenue de la mort est ténue. Et le Conseil d'État continue, il serait regrettable que cette lecture trop restrictive du cadre juridique actuel ait pour effet de figer les positionnements théoriques, de focaliser les équipes de soins sur les enjeux de nature uniquement juridique, et il a raison, l'éthique est aussi importante, au détriment de tant de l'intérêt et de la volonté des patients que de la nécessaire sérénité des soignants confrontés à la situation de fin de vie. Cette formulation est particulièrement intéressante parce que elle soulève le problème, alors ils ont raison de soulever le problème, et elle introduit un autre élément qui était peut-être moins pris en compte dans l'avis du CCNE, c'est la souffrance des soignants. Alors quand je dis soignants, je mets les médecins dedans, bien entendu, vous tous qui prenez en charge les personnes en fin de vie. Et là se pose éthiquement la question de savoir comment faire lorsqu'on est face à un dilemme. Lorsqu'un patient met longtemps à mourir, la famille, les proches, les équipes, vous avez du mal. C'est normal. Donc, à partir de là, puisque je mets beaucoup de guillemets à ma formule, je mets beaucoup de guillemets, donc ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas les miennes, est-ce qu'il ne faut pas dire, on va essayer d'accélérer? Oui, non. Est-ce que c'est bien pour le patient? Est-ce que c'est pas bien pour le patient? Est-ce que c'est bien pour la famille? Est-ce que c'est bien pour vous? C'est une question majeure. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Se pose donc la question, je vous ai dit, ce qui est actuellement prévu par la loi, se pose la question de la réforme de la loi qui va se faire en 2019. Alors, je ne sais pas dans quel sens, sur la question, et alors, pardonnez-moi, je sais que je vais faire bondir madame mais je prends juste les termes utilisés maintenant, de l'euthanasie et où, je sais que ce n'est pas le bon terme, du suicide assisté, disons de ce terme où on n'est pas dans l'acte euthanasique, l'acte létal immédiat, mais soit on va donner le produit au patient, soit peu importe ce qu'on appelle le suicide assisté ou l'assistance au suicide. Et c'est vrai que la question sur laquelle, et vraiment il va falloir que les parlementaires soient d'une précision absolue, ce qu'ils ne sont pas actuellement dans la loi actuelle, quelle différence fait-on entre un patient qui demande une sédation profonde et continue qu'on peut accélérer et un suicide assisté ou un acte euthanasique, et pire encore, ou mieux encore, suivant comme on veut, entre le fait pour un patient qui n'est plus en état d'exprimer sa volonté, de faire une sédation profonde et continue qu'on accélère. Non pas pour vous dire que c'est mal, non pas pour vous dire qu'il faut le faire ou pas le faire, juste la question. Ça veut dire qu'il va falloir être très attentif. Dans le projet de loi actuellement n'est pas encore rédigé. Il devait être rédigé, puis disons qu'il y a peut-être d'autres problématiques actuellement en France. Donc ça a été un petit peu repoussé. Ça va se faire, j'espère. Mais on a l'habitude avec la révision de la loi bioéthique, il y a toujours un grand retard. Donc tout est normal. Mais il va falloir être très attentif à ce qui va être mis, les mots mis dans le projet de loi, et surtout les discussions au Parlement qui peuvent durer longtemps. La loi de 2016, elle a mis quasiment 1 an, 15 mois
avant d'être voté, tellement il y avait de désaccords. Donc il va falloir être très attentif parce que, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas, que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas ça. C'est juste que vos pratiques vont être directement impactées par ce qu'il va y avoir dans la nouvelle loi. Jusqu'où pouvez-vous faire vivre et laisser mourir, ou bien, éventuellement, laisser vivre et faire mourir? Ça va être la question, et je vous remercie.